En mai 1990, des ouvriers qui rénovaient un immeuble abandonné près du vieux port de Bordeaux ont fait une découverte qui allait rouvrir l'un des cas les plus troublants de la ville. Derrière un mur condamné depuis près de 2 décennies, ils ont trouvé un petit cahier relié en cuir bleu. À l'intérieur, l'écriture fine et précise d'une adolescente racontait ses derniers jours avant de disparaître sans laisser de traces en juin 1972. Pendant 18 ans, Marguerite Lavigne avait cherché sa fille Camille avec une détermination qui frôlait l'obsession, refusant d'accepter qu'elle puisse être morte, remplissant des dizaines de carnets avec chaque détail, chaque théorie, chaque fragment d'espoir. Elle avait interrogé des centaines de personnes, parcouru la France entière, sacrifié sa santé et sa vie sociale pour cette quête. Mais ce journal retrouvé contenait des révélations que personne n'aurait pu imaginer. Des mots qui allaient transformer la douleur d'une mère en quelque chose de bien plus complexe. Des secrets qui avaient été enterrés avec autant de soin que le cahier lui-même. Qu'est-ce qui avait poussé une jeune fille brillante et aimée à disparaître ? Et pourquoi ce journal avait-il été caché dans cet endroit précis? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Bordeaux, au début des années 70, était une ville en pleine transformation. Le quartier des Chartrons, autrefois domaine des négociants en vin, voyait ses anciens entrepôts se convertir progressivement en logements et commerces. C'est dans ce quartier, rue Notre-Dame, que vivait la famille Lavigne, dans un appartement spacieux au 3e étage d'un immeuble en pierre blonde, typique de l'architecture bordelaise. Marguerite Lavigne enseignait la littérature française au lycée Camille Jullian. À 35 ans, elle incarnait l'élégance discrète des enseignantes de cette époque, avec ses cheveux châtains toujours impeccablement coiffés en chignon bas et ses tailleurs sobres mais bien coupés. Ses collègues la décrivaient comme une femme cultivée, exigeante mais juste avec ses élèves, capable de parler pendant des heures de Balzac ou de Flaubert avec une passion contagieuse. Elle avait rencontré Henri Lavigne à l'université, lui étudiant en génie civil, elle en lettres classiques. Leur mariage en 1956 avait été célébré dans la joie, et la naissance de Camille, en août 1956, avait comblé leur bonheur. Henri travaillait comme ingénieur pour une entreprise de construction spécialisée dans les grands ouvrages. C'était un homme méthodique et doux, qui rentrait chaque soir avec des histoires de chantier et des croquis techniques qu'il expliquait patiemment à sa fille. Il lui avait transmis sa curiosité pour comprendre comment les choses fonctionnaient, passant des dimanches entiers à démonter et remonter de vieux appareils avec elle dans leur cave. Camille avait hérité de l'intelligence vive de ses 2 parents. À 16 ans, elle excellait particulièrement en mathématiques et en littérature, une combinaison rare qui fascinait ses professeurs. Elle portait ses cheveux blonds mi-longs, souvent retenus par un bandeau de velours, et avait développé un style vestimentaire qui oscillait entre les jupes plissées sages et les pantalons à pattes d'éléphant qui commençaient à se répandre chez les jeunes. Elle jouait du piano depuis l'âge de 7 ans et participait activement au club de théâtre de son lycée. La famille Lavigne menait une existence paisible et bourgeoise, rythmée par les dîners du dimanche, chez les grands-parents maternels à Codéran, les vacances d'été à Arcachon, et les soirées où Marguerite corrigeait ses copies pendant qu'Henri lisait son journal et que Camille travaillait ses devoirs ou lisait dans sa chambre. Il fréquentait régulièrement le Grand Théâtre et le cinéma Utopia, suivait l'actualité politique avec attention et recevait parfois des collègues pour des dîners où l'on discutait de mai 68, de la guerre du Vietnam et de l'évolution de la société française. Mais en décembre 1971, cette stabilité vola en éclats. Henri Lavigne trouva la mort dans un accident sur un chantier de pont près de Libourne. Une poutrelle mal arrimée s'était détachée pendant une opération de levage. Il avait 40 ans. L'enquête conclut à une défaillance dans le système d'attache,
sans identifier de responsabilité pénale claire. L'entreprise versa une compensation financière à la famille, mais aucune somme d'argent ne pouvait combler le vide laissé par Henri. Marguerite traversa les mois suivants dans un état second, maintenant tant bien que mal sa routine professionnelle, tout en gérant le deuil et les démarches administratives interminables. Camille, elle, se referma sur elle-même. L'adolescente bavarde et souriante devint silencieuse, passant des heures enfermée dans sa chambre. Elle continuait d'avoir de bonnes notes, mais ses professeurs remarquèrent qu'elle ne levait plus la main en classe, ne participait plus aux discussions animées qu'elle adorait auparavant. Sophie Marchand, sa meilleure amie depuis la 6e, essayait de la distraire, l'invitant au cinéma ou à des promenades le long de la Garonne, mais Camille déclinait souvent, prétextant du travail scolaire ou de la fatigue. Le printemps 1972 arriva sans vraiment dissiper la tristesse qui imprégnait l'appartement de la rue Notre-Dame. Marguerite tentait de maintenir une apparence de normalité, préparant les repas, vérifiant les devoirs de Camille, allant à son travail chaque jour. Mais la nuit, elle pleurait en silence, serrant contre elle la chemise d'Henri qui gardait encore, croyait-elle, une trace de son odeur d'après-rasage et de tabac. Elle ne remarqua pas, ou ne voulut pas remarquer, que sa fille traversait elle aussi une période difficile, avec ses propres secrets et ses propres tourments. Le samedi 24 juin 1972 fut une journée chaude et ensoleillée à Bordeaux. La température atteignit 28 degrés dans l'après-midi et les Bordelais profitaient du début des vacances scolaires. Marguerite Lavigne se souvient de chaque détail de cette journée avec une précision douloureuse, comme si les événements s'étaient gravés au fer rouge dans sa mémoire. Ce matin-là, Camille se leva vers 9h30. Elle portait une chemise blanche à col rond et un pantalon en jean délavé. Ses cheveux étaient détachés, ce qui était inhabituel pour elle. Elle prit son petit déjeuner en silence, beurrant machinalement une tartine qu'elle mangea à peine. Marguerite, occupée à préparer des courses pour la semaine, ne prêta pas attention à l'humeur de sa fille, attribuant sa morosité au deuil persistant. Vers 11h, le téléphone sonna. Camille décrocha rapidement, échangea quelques mots à voix basse, puis raccrocha. Elle annonça à sa mère qu'elle allait retrouver Sophie au parc bordelais pour l'après-midi, et peut-être aller ensuite au cinéma, voir un film. C'était exactement le genre d'activité que Marguerite encourageait, espérant que sa fille recommence à sortir et à s'intéresser à nouveau aux choses normales de la vie. Elle donna son accord sans hésitation. Camille monta dans sa chambre et en redescendit vers 13h30, portant maintenant un sac en bandoulière en toile beige. Elle avait mis un peu de rouge à lèvres rose pâle et s'était attaché les cheveux en queue de cheval. Marguerite lui demanda si elle avait pris de l'argent, et Camille répondit qu'elle avait ce qu'il fallait. Elles échangèrent un baiser rapide sur la joue, et Camille lança un « à ce soir, maman », avant de descendre les escaliers. Ce furent les derniers mots que Marguerite entendit de la bouche de sa fille. Lorsque 22h arrivèrent, sans que Camille ne rentre, Marguerite commença à s'inquiéter. À 23h, elle téléphona chez les marchands. Sophie décrocha, surprise de l'appel. Elle expliqua qu'elle n'avait pas vu Camille de la journée, qu'elle n'avait rien prévu ensemble. Marguerite sentit son sang se glacer. Elle demanda à Sophie si elle était certaine, si Camille ne l'avait pas appelée dans la matinée. Sophie fut formelle. Aucun appel, aucun rendez-vous. Marguerite raccrocha, les mains tremblantes. Elle fouilla l'appartement, cherchant un indice, une note, quelque chose qui expliquerait où Camille avait pu aller. Elle trouva la chambre de sa fille, rangée comme d'habitude, le lit fait, les livres alignés sur l'étagère. Rien ne semblait manquer, hormis le sac en bandoulière que Camille avait emporté. À 00h30, Marguerite se rendit au commissariat du quartier. Le policier de permanence, un homme entre deux âges, au visage las, prit note de sa déposition avec une routine qui mit Marguerite hors d'elle. Il expliqua que les adolescents faisaient souvent des fugues, surtout après la perte d'un parent, que Camille rentrerait probablement d'elle-même dans les jours suivants. Mais Marguerite insista. Sa fille n'était pas du genre à fuguer.
Elle était responsable, elle avait menti sur ses intentions, quelque chose de grave avait dû se produire. Le dimanche matin, l'inspecteur Arnaud Blanchard fut chargé du dossier. C'était un homme de 47 ans, aux cheveux gris coupés courts, avec des yeux bleus perçants derrière des lunettes à monture métallique. Il avait 20 ans d'expérience dans la police judiciaire et une réputation d'enquêteur minutieux. Il reçut Marguerite dans son bureau et l'écouta attentivement, prenant des notes détaillées. L'enquête démarra immédiatement. Les policiers interrogèrent Sophie Marchand et ses parents, confirmant qu'aucun rendez-vous n'avait été prévu. Ils questionnèrent les voisins de la rue Notre-Dame. Une commerçante de l'épicerie du coin se souvenait avoir vu Camille passer vers 14 heures, marchant d'un pas rapide en direction du centre-ville. Un homme qui promenait son chien dans le quartier se rappelait avoir aperçu une jeune fille blonde, qui correspondait à la description près de la place des Quinconces vers 15 heures, mais il n'était pas certain que ce soit elle. Les gendarmes contrôlèrent les gares routières et ferroviaires. Aucun employé ne se souvenait d'avoir vendu un billet à une adolescente correspondant au signalement de Camille ce jour-là. Les hôpitaux et les cliniques de la région furent contactés. Aucune patiente non identifiée n'avait été admise. Marguerite donna à l'inspecteur Blanchard une photographie récente de Camille, prise lors d'une sortie scolaire en mai. On y voyait une jeune fille au visage fin, aux cheveux blonds qui tombaient sur ses épaules, avec un sourire léger et des yeux clairs qui semblaient regarder quelque chose au-delà de l'objectif. Cette photo fut reproduite et distribuée dans tout Bordeaux, affichée dans les commerces, les écoles, les lieux publics. Les jours passèrent dans une angoisse insupportable. Marguerite ne dormait plus, ne mangeait presque rien. Elle marchait dans les rues de Bordeaux pendant des heures, scrutant les visages des passants, espérant apercevoir sa fille. Elle retournait sans cesse au commissariat, demandant des nouvelles, pressant les enquêteurs d'intensifier les recherches. L'inspecteur Blanchard et son équipe travaillaient d'arrache-pied. Ils interrogèrent tous les camarades de classe de Camille, ses professeurs, les membres du club de théâtre. Le portrait qui émergea était celui d'une adolescente intelligente, discrète, appréciée mais sans véritable groupe d'amis proches, à part Sophie. Plusieurs personnes mentionnèrent qu'elle était devenue plus renfermée après la mort de son père, mais personne n'avait remarqué de comportement particulièrement inquiétant ou de signes avant-coureurs d'une fugue. Un professeur de mathématiques raconta que Camille avait eu une conversation avec lui quelques semaines avant sa disparition, lui demandant des conseils sur les études supérieures et les possibilités de bourse pour des universités étrangères. Il avait trouvé cela positif, signe qu'elle pensait à son avenir. Une autre enseignante mentionna avoir vu Camille en discussion animée avec un homme dans la vingtaine près du lycée en mai, mais elle n'avait pas pu voir son visage clairement et n'y avait pas prêté attention sur le moment. Cette dernière information alerta l'inspecteur Blanchard. Il interrogea à nouveau Sophie Marchand, plus longuement cette fois. La jeune fille finit par admettre, les larmes aux yeux, que Camille lui avait confié quelques semaines avant sa disparition qu'elle avait rencontré quelqu'un. Un homme plus âgé, qu'elle voyait en secret. Sophie ne savait ni son nom, ni où il habitait. Camille était restée très vague, disant seulement qu'il la comprenait, qu'il était différent des garçons de leur âge, qu'avec lui, elle se sentait moins seule. Sophie avait essayé d'en savoir plus, inquiète pour son amie, mais Camille était devenue évasive et avait changé de sujet. Cette révélation ouvrit une nouvelle piste. Les enquêteurs se mirent à rechercher tout homme ayant pu avoir des contacts réguliers avec Camille, commerçants du quartier, employés du lycée, parents d'élèves, voisins. Plusieurs furent interrogés longuement, certains même placés en garde à vue, mais aucune preuve concrète ne put être établie contre personne. L'absence de corps, de témoins fiables, de scènes de crime identifiées rendait l'enquête extrêmement difficile. Les semaines se transformèrent en mois. L'été passa, puis l'automne. L'affaire Camille Lavigne fut relayée dans la presse locale, puis régionale. Des appels à témoins furent lancés. Des personnes affirmèrent avoir vu une jeune fille ressemblant à Camille à Paris, à Lyon, à Marseille, même en Espagne.
Chaque piste fut vérifiée minutieusement, mais aucune ne mena à des résultats concrets. Les années qui suivirent le mois de juin 1972 transformèrent Marguerite Lavigne en une femme méconnaissable. L'enseignante élégante et posée devint une ombre hantée par une obsession unique, retrouver Camille. Elle prit un congé de son poste au lycée Camille Juliane dès septembre, congé qui se prolongea puis devint définitif en 1974 lorsqu'elle démissionna. Elle ne pouvait plus se concentrer sur les conjugaisons et les analyses littéraires quand sa fille restait quelque part, vivante ou morte, dans l'inconnu. L'appartement de la rue Notre-Dame devint un sanctuaire étrange. La chambre de Camille resta intacte, exactement comme la jeune fille l'avait laissée ce samedi de juin. Les livres sur l'étagère, le couvre-lit à fleurs, le posté de Jacques Brel sur le mur, la brosse à cheveux sur la commode avec quelques cheveux blonds encore prisonniers de ses picots. Marguerite y entrait chaque jour, s'asseyait sur le lit, respirait l'air de la pièce comme pour capter une trace de sa fille. Mais le reste de l'appartement se couvrit progressivement de cartes, de notes, de coupures de presse. Marguerite acheta un grand panneau en liège qu'elle fixa au mur du salon, y épinglant des photos de Camille, des plans de Bordeaux avec des itinéraires tracés en rouge, des listes de personnes à interroger, des théories griffonnées à la hâte. Elle commença à tenir des carnets, remplissant des pages entières avec ses observations, ses hypothèses, les témoignages qu'elle collectait elle-même en arpentant la ville. La famille de Marguerite s'inquiétait. Sa sœur, Paulette, qui habitait à Mérignac, venait régulièrement vérifier qu'elle s'alimentait et prenait soin d'elle. Elle suppliait Marguerite de consulter un psychiatre, de rejoindre un groupe de soutien pour parents d'enfants disparus, de reprendre une activité normale. Mais Marguerite refusait catégoriquement. Elle ne voulait pas accepter, pas faire son deuil, pas tourner la page. Camille était vivante quelque part, elle en était convaincue, et chaque minute passée à autre chose qu'à la chercher était une minute de perdu. L'inspecteur Blanchard maintint le dossier actif pendant plusieurs années. Il appréciait la détermination de Marguerite, même s'il trouvait parfois son approche excessive. Il la recevait régulièrement, écoutait ses nouvelles théories, vérifiait les informations qu'elle lui apportait, mais en 1976, il prit sa retraite. Le dossier passa entre les mains de différents enquêteurs, chacun le reprenant avec moins d'enthousiasme que le précédent. L'affaire Camille Lavigne devint progressivement un cold case, un de ces dossiers qu'on garde ouverts par principe, mais sur lesquels on ne travaille plus activement. Marguerite, elle, n'abandonna jamais. Elle épuisa les économies du couple, puis l'argent de la compensation versée après la mort d'Henri. Elle engagea plusieurs détectives privés au fil des ans, chacun promettant des résultats qui ne vinrent jamais. Elle répondit à chaque signalement, voyagea dans toute la France, pour vérifier des pistes qui se révélaient systématiquement infructueuses. Une femme à Toulouse affirmait que sa nouvelle voisine ressemblait à Camille. C'était quelqu'un d'autre. Un homme à Nice prétendait avoir vu une jeune femme blonde, travaillant dans un restaurant et correspondant au signalement. Nouvelle déception. Les voisins de la rue Notre-Dame observaient de Marguerite avec un mélange de pitié et de malaise. Elle était devenue cette femme étrange qui sortait à des heures improbables, qui parlait toute seule dans la rue, qui interrogeait sans relâche les passants avec la photo jaunie de sa fille. Certains l'évitaient, d'autres tentaient de l'aider par compassion, mais tous savaient qu'elle s'enfonçait dans une quête sans issue. Sophie Marchand, devenue adulte, continua à rendre visite à Marguerite pendant quelques années. Elle s'était toujours sentie coupable de ne pas avoir pu aider son amie, de ne pas avoir insisté davantage quand Camille lui avait parlé de cet homme mystérieux. Mais les visites devenaient de plus en plus difficiles. Marguerite la bombardait de questions auxquelles Sophie avait déjà répondu 100 fois. Finalement, après son mariage en 1979 et son déménagement à La Rochelle, Sophie cessa ses visites, incapable de supporter davantage la douleur qui émanait de cet appartement hanté. En 1980, Marguerite développa une nouvelle méthode. Elle commença à écrire des lettres, des dizaines puis des centaines de lettres.
Aux journaux, aux émissions de télévision, aux associations d'aide aux personnes disparues, aux préfectures, aux commissariats de toute la France. Elle écrivait avec une précision maniaque, racontant l'histoire de Camille, décrivant chaque détail physique, chaque particularité de caractère. Certaines de ses lettres recevaient des réponses polies, mais impuissantes. La plupart restaient sans réponse. Elle développa aussi des rituels. Chaque 24 juin, anniversaire de la disparition, elle se rendait sur la place des Quinconces, là où Camille avait peut-être été aperçue pour la dernière fois. Elle y restait des heures, tenant un panneau avec la photo de sa fille et l'inscription « Disparue le 24 juin 1972 ». Les passants ralentissaient, observaient. Certains s'arrêtaient pour écouter son histoire, mais personne n'avait d'informations nouvelles. Paulette, sa sœur, tenta une intervention en 1983. Elle amena un psychiatre à l'appartement, espérant convaincre Marguerite d'accepter de l'aide. Le médecin diagnostiqua ce qu'il appela un deuil pathologique non résolu et recommanda une hospitalisation temporaire. Marguerite se mit en colère comme jamais Paulette ne l'avait vue. Elle les chassa tous les deux, hurlant que sa fille était vivante, qu'on ne pouvait pas faire le deuil de quelqu'un qui respirait encore quelque part. Paulette repartit en pleurs, et les relations entre les deux sœurs restèrent tendues pendant des mois. Pourtant, dans ces moments de lucidité, Marguerite savait que quelque chose en elle s'était brisé. Elle se voyait dans les miroirs, cette femme de 53 ans qui en paraissait 70, aux cheveux gris mal coiffés, aux vêtements négligés, aux yeux cernés de fatigue chronique. Elle se souvenait de ce qu'elle avait été, professeure respectée, épouse heureuse, mère attentive. Mais cette personne semblait appartenir à une autre vie, séparée de la sienne par un gouffre infranchissable creusé un samedi de juin. La ville de Bordeaux changeait autour d'elle, le quartier des Chartrons se rénovait, les anciens entrepôts devenaient des lofts et des galeries d'art. La ligne de tramway se modernisait. De nouveaux immeubles poussaient le long des quais, mais Marguerite ne remarquait rien de tout cela. Son monde s'était arrêté en 1972, figé à jamais dans ce samedi ensoleillé où Camille avait fermé la porte de l'appartement en lançant un « À ce soir, maman » qui résonnait encore dans sa tête comme une promesse non tenue. En 1988, elle commença à avoir des problèmes de santé. Des douleurs thoraciques la menèrent aux urgences, où les médecins diagnostiquèrent de l'angine de poitrine, conséquence du stress chronique et du manque de soins. On lui prescrivit des médicaments qu'elle prenait irrégulièrement, trop occupée par sa quête pour s'inquiéter de sa propre survie. Paulette insista pour qu'elle vienne habiter chez elle, mais Marguerite refusa net. Quitter l'appartement de la rue Notre-Dame, c'était abandonner Camille, renoncer à la possibilité qu'elle revienne un jour et trouve la porte fermée. À l'approche des années 90, Marguerite était devenue une figure tragique et familière du quartier. Les anciens commerçants connaissaient son histoire, les nouveaux l'apprenaient rapidement. Certains lui offraient du café, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise devant cette incarnation vivante du chagrin maternel. Personne ne savait que, dans quelques mois, une découverte fortuite allait enfin apporter des réponses aux questions qui torturaient Marguerite depuis 18 ans. Le printemps de l'année 1990 apportait un renouveau à Bordeaux. La ville se préparait à l'été, les terrasses se remplissaient, et le projet de rénovation des anciens quartiers portuaires prenait de l'ampleur. C'est dans ce contexte que la société de rénovation Construction Girondine obtint le contrat pour transformer un vieux bâtiment abandonné de la rue Raz, près du bassin à flot numéro 2. L'immeuble en question avait une histoire particulière. Construit dans les années 1880 pour abriter des bureaux de transit maritime, il avait connu différentes affectations au fil des décennies. Dans les années 60, il servait d'entrepôt pour une petite entreprise d'import-export qui avait fait faillite en 1974. Depuis, le bâtiment était resté vide, ses fenêtres condamnées par des planches, ses portes cadenassées, attendant qu'un investisseur s'intéresse à ce morceau d'histoire industrielle. Le lundi 14 mai 1990, une équipe de 4 ouvriers arriva sur le chantier pour commencer les travaux de démolition intérieure. Ils étaient dirigés par Pascal Ferreira, un chef de chantier de 42 ans, qui travaillait dans la rénovation depuis 20 ans.
Avec lui se trouvaient Didier Morel, Christophe Legrand et Karim Benali, 3 ouvriers expérimentés, habitués aux surprises que réservaient les vieux bâtiments bordelais. La matinée se passa à évaluer l'état des structures, à photographier les lieux avant intervention, à établir un plan de démolition sécurisé. L'intérieur du bâtiment était sombre et poussiéreux, avec cette odeur caractéristique de renfermé et de moisissure qui règne dans les lieux abandonnés depuis longtemps. Le rez-de-chaussée comportait un grand espace ouvert qui avait servi d'entrepôt, et l'étage abritait des anciens bureaux séparés par des cloisons en bois. Vers 14h30, après la pause déjeuner, Pascal Ferreira monta à l'étage avec Christophe Legrand pour examiner les cloisons à démonter. C'est en testant la solidité d'un mur du fond qu'ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel. La cloison sonnait creux à un endroit précis, comme s'il existait un espace vide derrière. Pascal frappa plusieurs fois avec son marteau, confirmant l'anomalie. Intrigué, il décida d'ouvrir cette section pour voir ce qui se cachait derrière. Avec une barre à mine, il commença à dégager les planches de bois qui formaient la cloison. Derrière la première couche apparut une seconde paroi, plus ancienne, constituée de briques. Entre les deux, un espace d'environ 15 cm avait été créé, formant une sorte de cache étroit. C'est Christophe qui aperçut le premier quelque chose au fond de cet espace, un objet rectangulaire, recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Il tendit le bras, le saisit délicatement et le sortit à la lumière. C'était un cahier, relié en cuir bleu marine, d'environ 15 cm sur 20. Le cuir était légèrement craquelé, mais en relativement bon état, protégé par l'obscurité et la sécheresse relative de sa cachette. Pascal et Christophe échangèrent un regard perplexe. Ils ouvrirent le cahier avec précaution. Sur la première page, une écriture fine et régulière, à l'encre bleue, journal personnel de Camille Lavigne, commencé le 2 avril 1972. Christophe sentit un frisson le parcourir. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. Il descendit chercher les autres ouvriers et ensemble, ils feuilletèrent rapidement le cahier. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, avec des dates en tête de chaque entrée. La dernière page écrite était datée du 23 juin 1972, la veille d'une date que Pascal Ferreira reconnut immédiatement. Pascal avait 30 ans en 1972. Il se souvenait parfaitement de l'affaire de la disparition de Camille Lavigne, de ses affiches placardées partout dans Bordeaux montrant le visage d'une adolescente blonde, du désespoir de sa mère que toute la ville avait fini par connaître. Cette affaire l'avait marqué comme elle avait marqué beaucoup de Bordelais de sa génération. Il referma le cahier avec respect, conscient de tenir entre ses mains quelque chose d'important. Sans même consulter ses collègues, il prit la décision d'interrompre immédiatement les travaux et de contacter la police. Ils redescendirent. Pascal téléphona depuis une cabine voisine au commissariat central, expliquant leur découverte. En moins d'1 heure, 2 policiers en uniforme arrivèrent sur place, suivis peu après par une inspectrice de la police judiciaire. Elle s'appelait Claire Deschamps, avait 38 ans et travaillait à la brigade criminelle depuis 12 ans. Blonde aux cheveux courts, avec un regard vif et une manière directe de s'exprimer, elle avait la réputation d'être à la fois empathique avec les victimes et implacable avec les coupables. L'inspectrice Deschamps prit possession du cahier, le glissa dans un sac de protection, puis interrogea longuement les ouvriers sur les circonstances exactes de la découverte. Elle photographia l'endroit, fit mesurer précisément l'emplacement de la cache, ordonna que toute la zone soit préservée en l'état jusqu'à nouvel ordre. Elle nota que l'accès à cet immeuble avait été fermé depuis 1974, ce qui correspondait à une période postérieure à la disparition mais antérieure au moment où le bâtiment fut condamné définitivement. De retour au commissariat, Claire Deschamps se plongea dans les archives. Le dossier Camille Lavigne occupait 3 cartons poussiéreux entreposés dans les sous-sols. Elle passa la soirée à lire les procès-verbaux, les témoignages, les rapports d'enquête. Elle découvrit l'acharnement de l'inspecteur Blanchard, décédé depuis 3 ans, la détermination de Marguerite Lavigne, les pistes explorées puis abandonnées.
Le lendemain matin, elle prit rendez-vous avec un expert en écritures anciennes pour authentifier le document avant de le lire en détail. Elle voulait être certaine de ne pas avoir affaire à une mystification ou à un faux. L'expert, un homme de 65 ans qui avait travaillé sur de nombreuses affaires judiciaires, examina le cahier pendant plusieurs heures. Il confirma que le papier et l'encre correspondaient bien à la période des années 70, que l'écriture était naturelle et spontanée, sans signe de copie ou de tentative d'imitation. Rassurée sur l'authenticité du document, Claire Deschamps s'installa dans son bureau, ferma la porte et commença à lire le journal de Camille Lavigne. Ce qu'elle découvrit dans ces pages allait bouleverser sa compréhension de l'affaire et révéler une vérité que personne n'avait imaginée pendant 18 ans. Claire Deschamps lisait depuis 2 heures quand elle dut s'arrêter submergée par l'émotion. Le journal de Camille n'était pas celui d'une adolescente ordinaire. C'était le témoignage d'une jeune fille perdue, aux prises avec un secret qui la dévorait de l'intérieur. Les premières entrées, datées d'avril 1972, parlaient du deuil. Camille décrivait son sentiment d'irréalité après la mort de son père, l'impression que le monde continuait à tourner alors que le sien s'était arrêté. Elle racontait ses nuits d'insomnie, ses pleurs silencieux pour ne pas inquiéter sa mère, son incapacité à trouver du réconfort dans les platitudes que lui offraient les adultes. « Ah, papa me manque tellement que j'ai l'impression qu'on m'a arraché un morceau de moi-même », écrivait-elle le 8 avril. « Maman fait semblant d'être forte, mais je l'entends pleurer la nuit. Je ne peux pas lui parler de ce que je ressens vraiment, ça lui ferait trop de mal. » Puis, à partir de fin avril, un nouveau nom apparaissait dans le journal, Laurent. Camille ne donnait pas son nom de famille, mais elle décrivait leur rencontre. « Aujourd'hui, j'ai revu Laurent près de la bibliothèque. Il m'a souri et on a parlé pendant 1 heure. Il ne me traite pas comme une enfant. Il comprend ce que je ressens. Avec lui, je peux être triste, sans qu'il essaie de me remonter le moral, avec des phrases toutes faites. » Au fil des entrées, Claire Deschamps reconstituait la chronologie de cette relation. Laurent avait apparemment 26 ans, travaillait comme comptable pour une entreprise dont Camille ne mentionnait pas le nom. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans une librairie du centre-ville en mars, avaient commencé à discuter de littérature. Lui cherchait un livre de Camus, elle l'aidait à le trouver. Ils avaient échangé quelques mots sur l'étranger, sur l'absurdité de la vie, sur la mort. Des thèmes qui résonnaient douloureusement avec le deuil récent de Camille. Les rencontres s'étaient multipliées, toujours brèves, toujours secrètes. Laurent lui donnait rendez-vous à différents endroits. Un banc dans le jardin public, un café discret près de la gare, la bibliothèque municipale. Camille vivait pour ces moments. « C'est la seule chose qui me fait encore sentir vivante », notait-elle le 15 mai. « Quand je suis avec lui, j'oublie tout le reste. » Claire Deschamps sentait l'inquiétude monter en elle. La relation prenait une tournure de plus en plus intime. À la mi-mai, Camille écrivait « Aujourd'hui, Laurent m'a embrassé. Je sais que c'est mal, qu'il est trop vieux pour moi, mais je m'en fiche. Il est tout ce qui compte. Maman ne comprendrait jamais. Personne ne comprendrait. » L'entrée du 28 mai était encore plus préoccupante. « Je crois que je suis amoureuse. Est-ce que c'est de l'amour ou juste parce que j'ai tellement besoin de quelqu'un ? Laurent dit qu'on doit être patient, qu'il faut attendre que j'ai 18 ans pour que ce soit acceptable aux yeux des autres. Mais je ne veux pas attendre. Tout peut s'arrêter demain, comme pour papa. Je veux vivre maintenant. » Puis venait l'entrée du 10 juin, celle qui allait tout expliquer. Claire Deschamps dut la relire 3 fois pour en accepter les implications. « Je suis terrifiée d'écrire ça, mais il faut que je le note quelque part, sinon je vais devenir folle. Mes règles ont 2 semaines de retard. Je n'ose pas faire un test, j'ai trop peur de la réponse. Qu'est-ce que je vais faire si je suis enceinte? Je ne peux pas le dire à maman, ça la tuerait. Laurent ne sait pas encore. J'ai peur de sa réaction. Est-ce qu'il va partir en courant? Est-ce qu'il va me rejeter comme tout le monde rejetterait une fille de 16 ans qui a couché avec un homme de 26 ans? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? L'entrée suivante, datée du 14 juin, confirmait les craintes de Camille. J'ai fait le test chez Sophie en prétextant que c'était pour elle. Positif. Je suis enceinte. Je n'arrive pas à y croire. Je suis enceinte à 16 ans. Comment est-ce que c'est possible?
Comment est-ce que ma vie a pu basculer comme ça en quelques mois? Papa est mort, je vais avoir un bébé, maman ne me parle même plus vraiment, tout s'effondre. Le 17 juin, elle écrivait « J'ai parlé à Laurent aujourd'hui. Il était sous le choc. Il m'a dit qu'il avait besoin de réfléchir, qu'on devait trouver une solution. Une solution. Quel euphémisme horrible pour dire qu'il veut que je me fasse avorter. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. C'est peut-être stupide, mais ce bébé, c'est la seule chose qui me lie encore à la vie. » Les dernières entrées étaient les plus déchirantes. Le 20 juin, Laurent a trouvé une solution. Il connaît quelqu'un à La Rochelle qui peut m'héberger, une de ses tantes qui est âgée et qui vit seule. Je pourrais rester là-bas pendant la grossesse, accoucher discrètement, puis décider si je garde le bébé ou si je le fais adopter. Il dit que c'est la seule façon de protéger ma réputation et celle de maman. Je lui ai demandé s'il viendrait avec moi. Il a dit que non, qu'il ne pouvait pas tout abandonner, mais qu'il m'aiderait financièrement. Le 22 juin, j'ai tout préparé. Laurent viendra me chercher samedi après-midi. On ira en voiture jusqu'à La Rochelle. Je laisserai un mot à maman, mais seulement quand je serai en sécurité là-bas, pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. Je sais que ça va lui faire mal, mais je ne vois pas d'autre solution. Je ne peux pas rester ici et lui infliger la honte d'avoir une fille enceinte à 16 ans. Ce serait trop pour elle après la mort de papa. Je reviendrai, je lui promets. Quand tout sera arrangé, je reviendrai et on pourra reprendre une vie normale. La dernière entrée, celle du 23 juin, était courte et bouleversante. Demain, c'est le grand jour. Je suis terrifié, mais aussi soulagé d'une certaine façon. Au moins, je ne serai plus seul avec ce secret. Laurent m'a dit de ne rien emporter qui puisse attirer l'attention. Juste un petit sac avec le minimum. On se retrouve à 15 heures près du vieux bâtiment de la rue Rase, celui qui est abandonné. De là, on partira vers La Rochelle. Je cache ce cahier ici pour le récupérer à mon retour. Personne ne le trouvera. Maman, si un jour tu lis ça, sache que je t'aime plus que tout et que je suis désolé. Claire Deschamps referma le cahier, les mains tremblantes. Le puzzle prenait forme, mais il manquait la pièce essentielle. Que s'était-il passé le 24 juin? Camille était-elle partie avec Laurent? Si oui, pourquoi n'avait-elle jamais donné de nouvelles? Sinon, qu'était-il arrivé? L'inspectrice consulta immédiatement les archives de l'enquête originale, cherchant toute mention d'un homme prénommé Laurent. Elle trouva 3 Laurent dans les listes de personnes interrogées. Un professeur de sciences de 52 ans au lycée de Camille, un cousin éloigné de 20 ans qui habitait à Toulouse et un employé municipal de 38 ans qui vivait dans le quartier. Aucun ne correspondait au profil. Elle élargit ses recherches. Les registres du personnel des entreprises de Bordeaux, en 1972, n'étaient pas tous informatisés. Certains devaient encore être consultés sous forme de fichiers papier aux archives départementales. C'était un travail de titan, mais Claire Deschamps était déterminée. Pendant ce temps, elle devait affronter une tâche encore plus difficile. Informer Marguerite Lavigne de la découverte du journal. C'était le mercredi 23 mai 1990, quand elle se rendit rue Notre-Dame pour frapper à la porte de l'appartement au 3e étage. Marguerite Lavigne ouvrit la porte après plusieurs coups insistants. Elle avait maintenant 53 ans, mais en paraissait facilement 70. Ses cheveux gris étaient mal coiffés, son visage marqué par les années de stress et de chagrin. Elle portait une robe de chambre usée malgré l'heure avancée de l'après-midi. Quand elle vit Claire Deschamps montrer sa carte de police, son visage se figea. « Vous avez trouvé quelque chose ?» dit-elle d'une voix blanche. Ce n'était pas une question. Claire demanda si elle pouvait entrer. L'appartement était exactement tel qu'elle l'avait imaginé d'après les descriptions du dossier. Un sanctuaire obsessionnel dédié à la recherche de Camille. Les murs couverts de cartes et de notes, les piles de carnets remplies, les photos partout. L'inspectrice ressentit une compassion immense pour cette femme qui avait sacrifié sa vie entière à une quête désespérée. Elle fit asseoir Marguerite et, avec toute la délicatesse possible, lui expliqua la découverte du journal. Marguerite écouta sans l'interrompre, le visage de plus en plus pâle. Quand Claire mentionna la grossesse, Marguerite porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Quand elle parla de Laurent et du projet de fuite, les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues.
Elle était enceinte, murmura Marguerite. Ma petite fille était enceinte et seule, et je n'ai rien vu. Comment est-ce que je n'ai rien vu? Claire lui assura qu'elle n'était pas responsable, que Camille avait délibérément caché son état, que même les enquêteurs n'avaient rien détecté. Mais ces mots sonnaient creux face à la culpabilité qui ravageait visiblement Marguerite. « Où est-elle maintenant ?» demanda Marguerite d'une voix rauque. « Si elle est partie à La Rochelle, pourquoi n'est-elle jamais revenue? Pourquoi n'a-t-elle jamais écrit, jamais appelé ?» C'était précisément la question que Claire se posait. Elle promit à Marguerite qu'elle allait tout mettre en œuvre pour retrouver la trace de Laurent et découvrir ce qui s'était réellement passé ce samedi 24 juin. Les semaines qui suivirent furent marquées par une enquête intensive. Claire Deschamps mobilisa plusieurs collègues, obtint l'autorisation de réactiver officiellement le dossier, consulta des centaines de documents d'archives. Elle retrouva finalement 6 hommes prénommés Laurent, âgés de 25 à 27 ans en 1972, travaillant comme comptables ou dans des fonctions similaires à Bordeaux. 5 d'entre eux furent rapidement écartés après vérification. Le 6e avait déménagé à Paris en 1975 et était décédé dans un accident de voiture en 1981. Claire obtint l'autorisation d'examiner ses effets personnels conservés par sa famille. Elle ne trouva rien qui le reliait à Camille. Elle changea alors d'approche. Si Laurent avait existé, il devait avoir laissé des traces. Elle se concentra sur l'immeuble de la rue Rase, lieu du rendez-vous selon le journal. Elle contacta le propriétaire de l'époque, un homme de 75 ans, vivant maintenant en retraite à Arcachon. Il se souvenait vaguement de l'entreprise d'import-export qui occupait les lieux jusqu'en 1974. Un certain monsieur Garneau, qui avait fait faillite et était parti sans laisser d'adresse. Claire retrouva la trace de Philippe Garneau. Il avait 68 ans et vivait dans une maison de retraite médicalisée près de Libourne, souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Elle s'y rendit néanmoins, mais l'homme ne reconnut même pas son propre fils venu lui rendre visite. Les souvenirs de 1972 étaient définitivement hors d'atteinte. C'est le fils de Garneau, Michel, qui fournit involontairement la clé du mystère. Quand Claire lui expliqua pourquoi elle s'intéressait à l'entreprise de son père, il mentionna que parmi les employés de l'époque se trouvait un jeune comptable que son père avait dû licencier en mars 1972 pour des irrégularités dans les comptes. « Un type bizarre, » dit Michel. « Il s'appelait Laurent quelque chose. Forestier, je crois. Mon père était furieux parce qu'il avait détourné de l'argent. » Laurent Forestier. Claire retourna au commissariat et lança des recherches approfondies sur ce nom. Elle le trouva dans les fichiers de la préfecture. Laurent Forestier, né le 12 avril 1946 à Bordeaux, travaillait effectivement comme comptable pour l'entreprise Garneau jusqu'en mars 1972. Après son licenciement, il n'y avait plus aucune trace officielle de lui. Pas de nouveau contrat de travail, pas de déclaration d'impôt, pas de changement d'adresse, comme s'il avait disparu. Claire fouilla plus profondément. Elle découvrit que Laurent Forestier avait un casier judiciaire, 2 condamnations pour fraude en 1968 et 1970. Il avait aussi été marié brièvement en 1967. Le mariage s'était terminé par un divorce en 1969. L'ex-épouse, contactée, décrivit Laurent comme un homme charmeur mais manipulateur, menteur pathologique, capable de séduire n'importe qui pour obtenir ce qu'il voulait. Un détail attira l'attention de Claire. Laurent Forestier possédait une voiture, une Peugeot 204 de couleur gris métallisé, immatriculée en Gironde. Or, cette même voiture avait été retrouvée abandonnée près d'une aire de repos sur l'autoroute A10, entre Bordeaux et La Rochelle, en juillet 1972. Les gendarmes avaient identifié le propriétaire, mais n'avaient jamais pu le localiser. Le véhicule avait été mis en fourrière, puis vendu aux enchères quelques mois plus tard. Claire sentit son pouls s'accélérer. Elle demanda à consulter le dossier concernant cette voiture abandonnée. Le rapport des gendarmes mentionnait que le véhicule était en bon état, avec les clés sur le contact, mais qu'il contenait une tache suspecte sur la banquette arrière qui avait fait l'objet d'une analyse.
L'analyse avait révélé qu'il s'agissait de sang humain, groupe A, positif. Le dossier était resté en suspens faute de pouvoir interroger le propriétaire, et aucune plainte pour vol de véhicule n'ayant été déposée, l'affaire avait été classée. Claire prit contact avec le laboratoire qui avait conservé les échantillons. Avec les progrès de la science médico-légale, il était désormais possible d'extraire de l'ADN, même d'échantillons anciens. Elle fit analyser le sang retrouvé dans la voiture et le compara avec un échantillon d'ADN prélevé sur la brosse à cheveux de Camille, toujours conservé dans sa chambre intacte. Le résultat tomba 10 jours plus tard. Correspondance positive. Le sang dans la voiture de Laurent Forestier était celui de Camille Lavigne. La nouvelle frappa Marguerite comme un coup de massue. Après 18 ans d'espoir, la réalité s'imposait avec une brutalité insoutenable. Camille n'avait jamais atteint La Rochelle. Quelque chose de terrible s'était produit dans ou près de cette Peugeot 204. Claire Deschamps intensifia l'enquête. Elle fit rechercher Laurent Forestier dans tous les fichiers nationaux. Aucune trace depuis juillet 1972. Pas de nouvelle identité détectée, pas de passage aux frontières, pas de demande de papier, rien. Lui aussi avait disparu. L'inspectrice élabora plusieurs scénarios. Le plus probable, Laurent Forestier avait bien donné rendez-vous à Camille le 24 juin. Ils étaient partis ensemble vers La Rochelle. Pendant le trajet, quelque chose s'était mal passé. Peut-être une dispute. Peut-être que Laurent avait changé d'avis. Paniqué face aux implications de la grossesse, à la responsabilité qui l'attendait. Peut-être que Camille avait menacé de tout révéler. La situation avait dégénéré. Il y avait eu violence. Peut-être un accident. Claire organisa des recherches le long de l'autoroute A10, entre Bordeaux et l'endroit où la voiture avait été retrouvée. C'était une zone étendue, avec des zones boisées, des champs, des fossés. 18 ans avaient passé, la végétation avait poussé, les paysages avaient changé. Mais elle était déterminée. Pendant 3 semaines, des équipes de gendarmes et de chiens pisteurs ratissèrent systématiquement les environs de l'aire de repos. Marguerite insista pour être présente, malgré l'opposition initiale de Claire. Elle restait à l'écart, assise sur un banc, observant les recherches avec une expression d'espoir et de terreur mêlée. C'est le 12 juillet 1990, presque exactement 18 ans après la disparition, qu'un chien pisteur signala quelque chose dans un bosquet dense situé à environ 800 mètres de l'autoroute. Les gendarmes se précipitèrent. Ils découvrirent des ossements humains, partiellement enfouis sous des années de feuilles mortes et de végétation. L'identification prit plusieurs jours. Les os étaient ceux d'une jeune femme, mesurant environ 1,65 m, âgée de 15 à 18 ans au moment de la mort. Des fragments de vêtements étaient encore présents, un jean délavé, des restes d'une chemise blanche. Et cruellement intact, un bandeau de velours bleu qui avait survécu aux années. Marguerite reconnut immédiatement le bandeau. C'était celui que Camille portait souvent, celui qu'elle avait sur elle sur plusieurs photos. Les analyses ADN confirmèrent définitivement quelques jours plus tard. C'était bien Camille Lavigne. L'examen médico-légal révéla la cause probable de la mort. Un traumatisme crânien, compatible avec un coup violent porté avec un objet contondant. Les os du crâne montraient des fractures caractéristiques. La mort avait été rapide. Le médecin légiste confirma aussi que Camille était enceinte d'environ 12 semaines au moment de son décès. Laurent Forestier resta introuvable. Claire émit un mandat d'arrêt international, mais l'homme semblait s'être évaporé. Plusieurs hypothèses circulaient. Il avait fui à l'étranger sous une fausse identité, peut-être en Amérique du Sud ou en Afrique du Nord. Ou bien il était mort, lui aussi, quelque part, d'une façon qui n'avait jamais permis son identification. La justice ne le rattraperait peut-être jamais. Les funérailles de Camille Lavigne eurent lieu le 27 juillet 1990, à l'église Saint-Louis des Chartrons. Une foule nombreuse s'était déplacée, des gens qui se souvenaient de l'affaire, d'anciens camarades de classe de Camille devenus adultes, des voisins, des journalistes. Sophie Marchand était là, venue de La Rochelle, le visage ravagé par les larmes et la culpabilité de n'avoir pas pu aider son amie.
Marguerite se tenait au premier rang, droite et silencieuse, vêtue de noir. Elle avait passé les dernières semaines dans un état de choc, oscillant entre le soulagement d'avoir enfin des réponses et l'horreur de ces réponses. Claire Deschamps l'avait accompagnée durant toute cette période, l'aidant dans les démarches, la soutenant dans les moments les plus difficiles. Pendant la cérémonie, le prêtre parla de pardon, d'acceptation, de paix éternelle. Mais Marguerite n'écoutait pas vraiment. Elle regardait le cercueil en bois clair, essayant d'accepter que sa fille, sa Camille, était là, à jamais immobile, à jamais 16 ans. 18 ans de recherche, 18 ans d'espoir et d'obsession pour aboutir à ça. Une tombe dans le cimetière de la Chartreuse. Dans les semaines qui suivirent, Marguerite commença lentement à ranger l'appartement. Elle décrocha les cartes des murs, empila les carnets dans des cartons, descendit le panneau en liège qui avait dominé son salon pendant tant d'années. Elle fit don des vêtements de Camille à des associations caritatives, ne gardant que quelques objets personnels. Le bandeau de velours que la police lui avait restitué, le journal retrouvé dans l'immeuble, quelques photos. Elle prit aussi une décision importante. Reprendre contact avec sa sœur Paulette, réparer leur relation abîmée par les années d'obsession. Paulette vint la voir, et pour la première fois depuis longtemps, les deux femmes parlèrent vraiment, pleurèrent ensemble, se rappelèrent des souvenirs heureux d'avant le drame. Claire Deschamps continua à enquêter sur Laurent Forestier pendant des mois, sans succès. En mars 1991, un signalement provint d'Interpol. Un homme correspondant au signalement était mort dans un accident de moto au Maroc en 1975, sans papier d'identité sur lui. Il avait été enterré dans une fosse commune à Casablanca. L'information ne put jamais être confirmée avec certitude, mais Claire était convaincue que c'était lui. Laurent Forestier avait fui après avoir tué Camille, avait vécu 3 ans dans l'angoisse d'être rattrapé et était mort à son tour, anonyme et oublié. L'affaire Camille Lavigne fut officiellement classée en tant que meurtre non élucidé, faute de pouvoir poursuivre l'auteur présumé. Mais pour Marguerite, il y avait une forme de clôture. Elle savait maintenant ce qui était arrivé à sa fille. Elle pouvait enfin faire son deuil, 18 ans après la disparition. En septembre 1991, Marguerite prit une autre décision surprenante. Elle retourna enseigner. Pas au lycée Camille Juliane, où trop de souvenirs l'attendaient, mais dans un petit collège de quartier, à mi-temps. Elle avait 54 ans, se sentait épuisée, mais aussi étrangement libérée. Pour la première fois depuis 1972, elle pouvait penser à autre chose qu'à Camille sans se sentir coupable. Elle rejoignit aussi un groupe de soutien pour parents endeuillés, animé par une psychologue à l'hôpital Pellegrin. Là, elle rencontra d'autres personnes qui avaient perdu des enfants, dans des accidents, des maladies, des violences. Pour la première fois, elle put parler de son expérience sans se sentir jugée, sans voir la pitié dans les regards. Ces personnes comprenaient ce que signifiait survivre à la mort de son enfant. Claire Deschamps resta en contact avec Marguerite. Elles déjeunaient ensemble une fois par mois, parlant parfois de l'affaire, mais aussi d'autres choses, de la vie, de l'actualité, de littérature. Une amitié improbable s'était développée entre l'inspectrice et la mère endeuillée, forgée dans l'épreuve partagée de chercher la vérité. Le journal de Camille fut conservé comme pièce à conviction dans les archives judiciaires, mais Marguerite avait obtenu le droit d'en faire une copie. Elle le lisait parfois, les larmes aux yeux, découvrant les pensées intimes de sa fille, regrettant de ne pas avoir été plus attentive aux signes de détresse. Le passage où Camille écrivait « Maman ne me parle même plus vraiment » la hantait particulièrement. Elle réalisait à quel point son propre chagrin l'avait rendue aveugle à celui de sa fille. En 1993, Marguerite accepta de donner une interview à un journaliste du Sud-Ouest qui préparait un article sur les affaires criminelles non résolues de la région. Elle parla avec une honnêteté déchirante de ses erreurs, de son obsession, qui avait consumé 18 ans de sa vie, de l'importance de vraiment écouter ses enfants. Si j'avais été plus présente, si j'avais vraiment regardé Camille, au lieu d'être absorbée par mon propre deuil, peut-être qu'elle m'aurait parlé, peut-être qu'elle serait encore en vie.
L'article eut un impact considérable, suscitant des centaines de lettres de parents qui se reconnaissaient dans son témoignage. Marguerite vécut encore 15 ans après les funérailles de Camille. Elle mourut paisiblement dans son sommeil en juin 2005, à l'âge de 68 ans. Elle fut enterrée auprès de sa fille au cimetière de la Chartreuse. Sur sa tombe, Paulette fit graver une phrase tirée du journal de Camille. « Maman, si un jour tu lis ça, sache que je t'aime plus que tout. » L'histoire de Marguerite et Camille Lavigne reste gravée dans la mémoire collective bordelaise. Elle rappelle la vulnérabilité des adolescents, l'importance de la communication familiale et les tragédies qui peuvent découler de secrets trop lourds à porter. Le journal retrouvé dans l'immeuble de la rue Raz fut finalement déposé aux archives municipales de Bordeaux, témoignage poignant d'une vie interrompue et d'un amour maternel qui refusa d'abandonner, même face à l'impossible. Cette affaire nous rappelle à quel point les secrets non partagés peuvent détruire des vies, et comment le chagrin peut nous rendre aveugles à la souffrance de ceux qui nous entourent. Marguerite Lavigne a passé 18 ans à chercher sa fille sans relâche, mais c'est finalement le hasard d'une rénovation qui a révélé la vérité. Le journal de Camille nous montre qu'une adolescente en détresse, isolée dans son chagrin, peut prendre des décisions tragiques. Laurent Forestier a exploité cette vulnérabilité, avec des conséquences dévastatrices. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous remarqué les signes si vous aviez été à la place de Marguerite? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette investigation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse à ce type d'affaires réelles.